Vous faites bien de suivre Entre des News sur les antennes de Reflet TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. La jeunesse du RHDP prépare un gros coup dans le Gontougo. Un meeting est prévu dimanche prochain dans la ville de Bondoukou. À cet effet, je reçois ce soir Jean-Stéphane Akichi, vice-président de l'Union des jeunes du RHDP en charge des affaires extérieures et de la diaspora. Bonsoir Jean-Stéphane Akichi. Bonsoir Sidi. Et notre consultante Puchérik Balé, bonsoir. Bonsoir Sidi. Et chers téléspectateurs, dans la deuxième partie de l'émission, rififi autour de l'article 185 du Code pénal ivoirien, le PPACI de Laurent Gbagbo saisit le Conseil constitutionnel. On en parlera avec Puchérik Balé et l'ancien Karamoko qui va nous rejoindre au cours de cette émission. Donc tout de suite, place à la première partie. Mais avant, je tiens à rappeler que dans la troisième partie de l'émission, nous parlerons des suicides, 2 cas de suicide enregistrés en 24 heures en Abidjan. Première partie, l'Union des jeunes du RHDP. Vous avez un meeting le dimanche prochain dans la région du Gontougo. Et qu'est-ce qui a suscité ce meeting? D'accord, merci Sidik. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons les actions que le président de la République mène sur le terrain. Et conscient de ce que le président fait, nous avons décidé déjà de lui rendre hommage à travers ce meeting. Mais en même temps, actualité, nous sommes en phase à 1 an des élections présidentielles. Les audiences foraines ont été déjà lancées. Il y a la révision de la liste électorale. Et donc, nous, jeunes du RHDP, nous devons mettre nos amis en ordre de bataille pour préparer ces échéances à venir. Voici ce qui explique un peu l'activité que nous menons à Bondoukou. Bien avant les questions, si vous en avez, Puchérik Balé, j'ai une question pour vous. Sous quel signe placez-vous ce grand rassemblement qui est prévu à Bondoukou? D'accord. Ce grand rassemblement, il est placé sur le signe de la remobilisation de la jeunesse, sur le signe de la cohésion de la jeunesse du RHDP. Puchérik Balé, la jeunesse du RHDP en place la cohésion autour de son action. Je ne sais pas si vous avez des commentaires. Oui, c'est de dire que c'est tout à fait normal, comme il a indiqué. Nous sommes à 1 an d'échéance électorale très importante. Donc c'est important que tous les partis politiques et même la société civile se rendent sur le terrain pour faire comprendre à toutes les populations la nécessité de s'inscrire sur la liste électorale, la nécessité d'aller voter, mais surtout de ne pas s'adonner à la violence. Donc je pense que c'est tout à fait normal que, en tant que parti politique, la jeunesse se mobilise quand il y a l'enrôlement qui se profile. Alors Jean-Stéphane Akichi, est-ce qu'on peut affirmer qu'il s'agit d'une cérémonie d'hommage au président de la République? D'accord. Comme je l'ai dit dans mes propos, d'abord, nous rendons hommage au président de la République. Donc, c'est une cérémonie d'hommage au président de la République. Mais après, dans le contenu de cette journée-là, il y a aussi l'appel à la mobilisation pour les échéances à venir. Alors, Puchérik Balé, les cérémonies d'hommage, c'est de gros budgets d'organisation. Est-ce que les jeunes ne feront pas mieux en utilisant d'autres moyens pour pouvoir rendre hommage à leur mentor? Bon, c'est vrai que c'est de gros budgets, mais je pense que chacun utilise ses moyens comme il entend. Maintenant, ce qui est l'inquiétude pour nous autres, c'est en rendant hommage, qu'est-ce qu'on met en relief? Parce qu'on a tendance parfois à confondre les actions de l'État avec les actions du président de la République. Il faut pouvoir faire la distinction pour ne pas que les populations soient intoxiquées sur ce que le président fait par rapport à ce que l'État fait. Parce que l'État, ce n'est pas le RHDP. Voilà, donc les actions de l'État doivent être distinctes des actions du président. Maintenant, là, vous êtes en train de me tirer un peu ce que je voulais utiliser comme carton rouge. En fait, c'est tout à fait normal qu'un parti politique rende hommage à son leader. Ça, on ne peut pas le... Maintenant, mis à part cette distinction dont je parlais, comme on parle de moyens, vraiment, le Conseil Café Cacao récemment a rendu hommage aussi au président de la République et nous, ça nous a choqués. Pourquoi? Mais parce que ce n'est pas son rôle. Le rôle du Conseil Café Cacao, c'est de gérer l'argent des paysans. Les paysans, là, parmi les paysans, il y a toutes les sensibilités politiques. On ne peut pas prendre l'argent des paysans pour aller rendre hommage au président de la République et puis on dit qu'on va payer sa caution.
Bon, franchement, nous, on ne sait pas à quoi ça répond et on désapprouve que ce soit le Conseil Café-Cacao qui se comporte ainsi pendant que certains paysans ne sont pas contents du prix du cacao qui a été fixé. On est premier producteur mondial et ailleurs, le cacao est mieux payé que chez nous. Les pistes rurales ne sont pas entretenues. C'est le rôle du Conseil Café-Cacao de faire ces entretiens-là. Et puis, c'est eux qui décident d'aller faire un hommage au président. Là, il y a un problème. Mais là, c'est les jeunes maintenant du RHDP. Non, pour eux, là, j'ai dit c'est normal. D'accord. Mais comme il y a eu une série d'hommages, nous, on regarde qui rend hommage et pourquoi. Mais pour le Conseil Café Cacao, là, c'est un problème. Vous voulez réagir sur la question? Effectivement, je vais réagir. D'abord, il faut dire que quand on dit que le Conseil Café Cacao a rendu hommage au président de la République, il m'inscrit en faux. Parce qu'en réalité, c'est le monde agricole qui a rendu hommage au président de la République. Donc, il ne faut pas confondre les deux entités. Le monde agricole, ce sont des agriculteurs qui sont conscients de ce que le président de la République apporte au quotidien, de ce que le président de la République fait pour ce monde agricole-là. C'est eux qui décident de rendre hommage au président de la République. Et eux également qui décident de payer la caution du président de la République. Ce n'est pas dans les caisses du Conseil Café-Cacao. Et ça fait un. Ensuite, quand Mme Puchéry Balé me dit « nous sommes les premiers producteurs, oui, et que nous sommes mal payés, on paye mal le prix au producteur. Le prix au producteur », ça me fait penser à, je ne dirai pas de nom ici, mais à un opposant qui, sur un plateau télé, sans se renseigner, a affirmé que le Ghana paye le producteur à 3 000 francs, alors que c'était faux. Les chiffres sont là, on peut vérifier partout. Ça fait un. Ça fait après, deux. Bon, ça fait deux, comme je l'ai dit. Mais après, il faut dire aussi qu'en termes de cacao, il y a plusieurs qualités de cacao. Il y a plusieurs qualités. Donc, s'il y a une qualité supérieure qui doit être payée à peut-être 4 000, 5 000 francs, mais c'est ce qui se passe. Donc la qualité du cacao ivoirien n'est pas... Non, quand je parle de qualité, je parle de variété. D'accord. Quand je parle de qualité, je parle de variété. Il y a plusieurs variétés au fait de cacao. Donc, il faut bien se renseigner sur les variétés pour ne pas qu'après, on confonde les choses. Alors, revenons à notre sujet. Pour ce type d'activité, ces grands événements que vous organisez, le défi de la mobilisation est vraiment grand pour vous, en tant que jeune. Vous attendez combien de personnes? Nous attendons 10 000 personnes pour cette activité-là. Nous attendons 10 000 personnes. Mais je dirais que pour le Gontougo, pour ce que le président de la République a fait pour le Gontougo, mais ce n'est pas énorme. C'est pas énorme. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré, 10 000 personnes? Non, ce n'est pas exagéré. Et nous allons le faire. Rendez-vous le dimanche. Puis, Chéric Balé, le défi de la mobilisation, c'est propre à tous les partis politiques lors des meetings. Ouais. Il y a la question de ce que les Ivoiriens appellent le déportivo, c'est-à-dire qu'on prend très souvent des militants. On les transfère. Voilà, on les transfère vers d'autres localités. Votre réaction sur ce sujet? Non, mais avant de réagir sur ce sujet, j'aimerais dire qu'il faut que je réponde quand même à ce qu'il a dit par rapport au café cacao. Je le citais récemment, il y a un évêque qui a dit qu'il y a deux mondes. Donc, il y a certainement deux mondes agricoles. Parce que le monde agricole que moi, je connais, s'en est plein. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas informés, ils n'étaient pas associés. Et donc, voilà, il faut qu'on situe aussi les choses à ce niveau. Donc, par rapport à la mobilisation, je sais que le Gontougo ne fait pas partie des zones les plus peuplées du pays. Mais bon, on verra tous bien comment ça va se passer. Je ne sais pas quelles sont les stratégies qu'ils ont mis en place, mais bon, c'est pas... Alors, l'opposition politique met en cause les capacités de mobilisation au sein du RHDP. L'opposition vous reproche de transporter les militants et les jeunes des associations à vos regroupements politiques. Quelle est votre réponse à ces derniers? C'est le jeu démocratique. Donc, chacun peut se plaindre, chacun peut dire ce qu'il veut et autres. Mais nous savons, et les élections, les chiffres sont là. Quand vous prenez le RHDP, qui est le plus grand parti politique de Côte d'Ivoire, mais on n'a pas besoin de jouer avec les chiffres. Quand vous prenez le RHDP, qui aujourd'hui satisfait les Ivoiriens, mais beaucoup d'Ivoiriens se reconnaissent au RHDP. Donc nous n'avons pas de problème avec cela.
Quand je dis on n'a pas de problème avec cela, ça veut dire que nous n'avons pas de problème de capacité de mobilisation au niveau du RHDP. Maintenant, nous savons que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes en Afrique. Donc quand j'organise une activité, mais c'est normal que mon frère qui est de l'autre localité, qui se reconnaît en moi, puisse venir me soutenir. Ce n'est pas le RHDP seulement qui le fait, c'est pas tout, c'est tout le monde. Alors, quelle est votre position quant à la candidature du président Alassane Ouattara en 2025? Ma position de l'UJRHDP. De l'UJRHDP, c'est que le président Alassane Ouattara est notre candidat en 2025. C'est le candidat naturel pour nous. Et vu que la loi permet qu'il soit candidat encore, mais nous ne pouvons que l'accompagner et nous ne pouvons que demander lui-même sa candidature. Puis, Chérif Balé, les jeunes du RHDP sont prêts à accompagner le président Ouattara parce qu'il est éligible pour eux. Votre réaction? Oui, c'est tout à fait leur droit. Ce que j'aimerais dire, c'est que notre constitution antérieure, avant celle de 2016, n'a pas été précise sur la question et c'est ce qui a donné l'occasion du troisième mandat. On a dit dans la constitution que... le premier mandat de la Troisième République. Oui, ça c'est pour vous que c'en est ainsi. Pour nous, c'est le troisième mandat. Parce que la Constitution avait dit qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats, mais la Constitution n'a pas dit qu'une fois qu'on change de Constitution, on remet les compteurs à 0. Et donc, elle n'a pas également dit qu'une fois qu'on remet les compteurs, on va dans la troisième République, que le président sortant ne peut pas être candidat. C'est ce que je dis. Elle n'a pas été précise. Du coup, ça a laissé la voie ouverte aux interprétations. Et donc, c'est connu chez les juristes que quand une loi donne lieu à des interprétations, c'est qu'elle n'est pas bonne. Voilà. Et donc, pour nous autres, ce sera un 4e mandat s'il se présente encore. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important pour nous. Je l'avais déjà dit sur ce plateau, il peut faire 5 mandats, il peut faire 10 mandats. Si son parti l'a désigné, il n'y a pas de problème. Le problème pour nous, c'est que compte tenu des crises qu'on a connues, il serait bien que tous les leaders politiques qui voudraient se présenter ne soient pas empêchés de se présenter, de sorte que le peuple de Côte d'Ivoire choisisse qui il veut. Vous faites allusion à qui, par exemple? Je fais allusion à ceux qui n'ont pas leur nom inscrit sur la liste électorale, notamment le président Laurent Gbagbo, le président Soro Guillaume, même Blé Goudé n'a pas son nom. On va nous dire que c'est pour des raisons juridiques, mais on peut leur répondre aussi qu'au nom de la paix, il y a des décisions qu'on peut prendre. En 2010, le président Ouattara n'était pas éligible et le président Laurent Gbagbo a pris l'article 48 pour qu'il puisse se présenter. Tout ça pour faire en sorte que les élections se passent sans qu'il y ait de troubles, sans qu'il y ait de contestation et tout. Donc cette fois-ci, le problème aussi, c'est que pour le président Gbagbo et le président Guillaume Soro, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, en 2019, a pris 2 arrêts pour chacun d'entre eux afin de demander à l'État de Côte d'Ivoire de les réinscrire sur la liste électorale et même d'arrêter les poursuites contre Guillaume Soro. Il se trouve que pour ne pas appliquer tous ces arrêts-là, la Côte d'Ivoire a retiré sa déclaration de compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et ça, nous disons que ce n'est pas être démocrate. La loi, là, elle s'applique à tout le monde. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, quand on est sous le coup de la loi, on doit pouvoir l'exécuter. Alors, pour vous, le plus important, c'est de... C'est de rendre les élections inclusives. Alors, des élections inclusives avec le retour de Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Blé Goudé sur la liste électorale. Votre position en tant que jeune du RHDP? Moi, je suis satisfait de la conclusion de Pulchéry quand elle dit que la loi, c'est la loi, ça s'applique à tout le monde. Partant de ce constat-là, ce n'est pas parce que tu es politicien et que ta casquette politique va te mettre au-dessus de la loi. L'opposition a des députés à l'Assemblée nationale. Nous savons comment faire pour avoir des amnisties. Mais qui dépose un projet de loi, l'Assemblée nationale va aviser. Ça n'a rien à voir avec ça. Non, si. Si, parce que quand vous dites que le président Gbagbo en 2010... Je n'ai pas demandé d'amnistie, j'ai dit d'appliquer les arrêts que la Cour africaine je viens à cela. Ça n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale. Non, je viens à cela.
quand vous me dites qu'en 2010, le président Gbagbo a permis au président Ouattara d'être candidat alors qu'il n'était pas éligible, c'est comme si le président Gbagbo, c'est l'ange et autres. Non. Nous sommes partis de l'INAS Marcoussis. Nous sortons de la crise. Il y a eu des négociations, il y a eu plusieurs facteurs où c'était prévu que tous les signataires de l'INAS Marcoussis puissent être candidats. Donc, mais ça l'a été finalement ou pas? Oui, ça l'a été. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Non, mais ça me dit aujourd'hui, nous avons des procédures en Côte d'Ivoire. Parce que si le président Ouattara décide de le faire, mais après il y a une opposition qui ils vont se dire non, écoute, Ouattara, il a pris des décisions, il n'est pas passé par la justice. Donc, laissons les choses normalement comme ça y est. C'est-à-dire, il y a une démarche pour avoir l'amnistie. Ça fait un. Il y a une démarche pour que tout le monde soit candidat. Pour que tout le monde soit candidat. Le président Ouattara, c'est impérément. Le président Ouattara, c'est un homme de paix. Il a montré aux yeux de tout le monde que c'est un homme de paix. Tout sauf un homme de paix. Si, le président Ouattara, c'est un homme de paix. Bien, parlons du président Alassane Ouattara. Vous avez dit que vous êtes pour sa candidature, mais on se demande aussi, à part le président Ouattara, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnalités au RHDP qui peuvent tenir les rênes du pouvoir? Le président Ouattara lui-même l'a dit, qu'il a une demi-douzaine de personnes au sein du RHDP capables de tenir les rênes du pouvoir. Et vous demandez sa candidature? Mais nous demandons la candidature du président Ouattara. C'est simple. À cet âge, avec tout ce qu'il a fait, vous ne pensez pas qu'il mérite mieux de se reposer? À cet âge, avec tout ce qu'il a fait, nous pensons qu'il mérite de partir tout en laissant le pays non seulement assez stable, mais tout en terminant ce qu'il a commencé. Et c'est pour cela que nous lui demandons de faire encore son dernier mandat. Alors, l'ancien président Laurent Gbagbo sera aussi en meeting le dimanche prochain, pendant que vous serez du côté de Bondoukou. Est-ce que ce n'est pas une manière pour vous d'envoyer un signal fort à l'opposition politique, principalement au PPACI? Vous savez, moi, quand on parle de PPACI, je ris toujours, pas parce que je minimise le PPACI, mais je suis réaliste. Nous n'avons pas le temps de marcher au rythme du PPACI. Vraiment, quand tu prends le RHDP, qui est le plus grand parti politique de Côte d'Ivoire, avec un parti politique qui ne peut même pas faire peut-être 10% de l'électorat en Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais nous n'avons pas à envoyer un signal au PPACI. Eux-mêmes, ils savent déjà. Ils savent déjà. Donc, nous, on est tranquille. Puis, Chérif Balé, ça sera un défi de la mobilisation du côté de Bondoukou et Bonois, PPACI, RHDP. Oui, avec ce que le président Thiam a démontré à Soubré, c'est vraiment un défi pour les uns et les autres, parce que quoi qu'on dise, la période de l'enrôlement n'est pas loin, et avoir du monde à son événement, c'est quand même un signe qu'on est apprécié ou pas de la population. Donc je pense que c'est vraiment un défi pour l'un comme pour l'autre. Jean-Stéphane Akichi, votre mot de fin pour terminer cette première partie? Pour terminer, je voudrais demander aux jeunes du RHDP d'être prêts, de se mettre en ordre de bataille, d'investir le terrain pour la révision de la liste électorale, d'investir le terrain pour accompagner nos parents qui n'ont pas de pièces pour les audiences foraines, parce que 2025, nous allons jouer et nous allons gagner, nous sommes sûrs, mais nous devons gagner avec la manière, comme on le dit en Côte d'Ivoire, nous devons gagner dès le premier tour avec un score écrasant. Merci Jean-Stéphane Akichi. C'est moi qui vous remercie. Nous espérons vous revoir très prochainement. Et je tiens à rappeler que vous êtes le vice-président des jeunes du RHDP en charge des affaires extérieures et de la diaspora. Vous étiez sur ce plateau pour annoncer en tout cas les couleurs de votre meeting que vous tiendrez ce dimanche du côté de Bondoukou, dans la région du Gontougo. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de la première partie de cette émission. Ne décrochez surtout pas. On revient juste après pour la seconde partie de l'émission. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour en plateau après la publicité. Nous avons été rejoints en plateau par Lansina Karamoko, membre du bureau politique du RHDP. Bonsoir. Bonsoir, Sidi. Alors, l'article 185 du Code pénal ivoirien dit et punit des peines prévues à l'article 184
Alinéa 2, quiconque par l'un des moyens visés au dit article 1 fait l'apologie des crimes de meurtre, de pillage, d'incendie ou destruction d'édifices, de vol, des crimes contre le droit des gens et des infractions prévues au chapitre 2 et 3 du présent titre. Et dans l'alinéa 2, lance des appels au public dans le dessein de faire désapprouver l'autorité et de provoquer la solidarité avec un ou plusieurs condamnés pour l'une des infractions prévues par l'article précédent ou par l'alinéa premier du présent article. Lansing Nakaramoko, pourquoi toute cette polémique autour d'un article qui est clair et limpide? Merci beaucoup. Peut-être que cette question devrait s'adresser à ceux qui contestent, parce que nous, on a écrit ce texte et je crois que ça cadre avec notre vision, ça cadre avec la paix, ça cadre avec l'avenir de notre Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a une polémique, mais je voudrais quand même rappeler qu'avant qu'il y ait l'existence des partis politiques, il y a eu Dieu, pour ceux qui sont croyants bien sûr, et puis on a connu le christianisme avant même l'islam, et chaque passage biblique est descendu pour réglementer la vie dans la société. Il en est de même pour l'islam. Chaque sourate, chaque verset est descendu de chez Dieu pour venir réglementer. Ça veut dire que le Créateur lui-même déjà avait prévu ce que nous appelons aujourd'hui comme constitution, qui se retrouve dans la Bible, qui se retrouve dans le Coran. Et puis dans la Torah aussi, bien sûr. Maintenant, les historiens nous enseignent, les constitutionnalistes nous enseignent qu'une loi est prise, donc, soit pour régler un problème qui existe dans l'intérêt de la nation, pour se projeter et prévenir, n'est-ce pas, tout ce qui pourrait arriver. Je prends un mot de Laurent Gbagbo, qui en son temps avait dit la loi est impersonnelle, elle n'est pas prise contre quelqu'un, mais elle est prise pour régler un problème. Elle est prise pour prévenir une situation. Et il a joint l'acte à la parole, c'était en 2007, au complexe sportif de Yopougon, devant des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de Burkinabés. Il a annoncé officiellement qu'il va mettre fin à la carte de séjour. C'est lui qui décide. Or, avant lui, en 1990, c'était une loi qui avait été prise pour instaurer la carte de séjour. Mais Laurent Gbagbo dit « je vais supprimer la carte de séjour ». Et les raisons qu'il évoque au complexe sportif de Yopougon sont que cette carte de séjour fait plus de mal que de bien à la Côte d'Ivoire. Il y a les tracasseries des étrangers qui sont sur nos sols, il y a leur traque dans les lieux de résidence, ils ne peuvent pas circuler en paix. Donc pour ça, je vais supprimer. Et puis en novembre, c'est-à-dire un mois après, effectivement, il passe à l'acte, il supprime la carte de séjour. Ça, c'était déjà pour la carte de séjour. Et puis en 2009, nous sommes tous témoins de cela. Et alors que pour avoir une carte nationale d'identité, il faut produire un certificat de nationalité, il faut produire un extrait de naissance, il faut produire un certificat de mariage pour ceux qui sont ivoiriens par le lien du mariage. Il faut également produire un décret de naturalisation pour ceux qui, n'est-ce pas, ont fait une demande normale pour avoir la naturalisation. Mais encore, Gbagbo, selon lui, pour la paix et pour l'équilibre social, chacun de nous peut aller s'inscrire avec un extrait de naissance. Ce qu'il ajoute, il dit, il faut venir avec l'original de l'extrait. Au FPI, son parti politique, des têtes et non des moindres, puisque moi j'étais l'assistant du troisième vice-président du FPI, le professeur Mamadou Koulibaly. Il a été interpellé sur la question que tu es en train de violer la loi. Tu es en train de nous envoyer dans une situation sans précédent. Mais il a dit non, c'est pour la paix. Il a dit non, c'est pour que tout le monde puisse aller. Alors là, on lui a demandé comment on fait. Il dit non, on va faire des croisements. L'INS, les centres, les différents consulats, etc. Mais Gbagbo a pris cette décision en son temps pour prévenir, et puis dans le cadre de la paix. Alors, nous, on ne comprend pas aujourd'hui, alors que nous sommes en 2024, que pour prévenir tout trouble, parce que c'est ça qui est l'objet, pour prévenir tout débordement,
pour prévenir, n'est-ce pas, tout langage qui pourrait remettre à nouveau le trouble en Côte d'Ivoire. Mais une loi sort pour que les choses soient claires. À ceux qui hier ont prétesté qu'ils ont pris des décisions parce qu'il faut la paix, aujourd'hui, les mêmes qui avaient violé, je dirais, de façon légale, les lois qui avaient été votées avant, à son temps, c'est les mêmes aujourd'hui qui crient au scandale. En fait, on vient de déranger tout le système. Quelqu'un l'a dit avant nous sur le plateau, qu'ils sont minoritaires. Parce qu'on peut démontrer par A plus B qu'ils sont minoritaires. Hein. Quand tu arrives au pouvoir avec Simone Gbagbo, quand tu arrives au pouvoir avec Mamadou Koulibaly, quand tu arrives au pouvoir avec Afin Guessan, quand tu arrives au pouvoir avec d'autres sommités, et que tout cela, pour une raison ou pour une autre, ne sont plus là, certains par décès, d'autres parce que simplement, vous n'êtes plus d'accord, ils se sont retirés, tu vois que tu es réduit à ta simple expression. Alors, mais ils veulent profiter pour mettre les troupes. Alors, nous, on prévient simplement. Alors, Picherick Balé, vous avez bien écouté, oui. Pour l'ancien Karamoko, l'article 185 vise à lutter contre les troubles. Votre commentaire, votre réaction? Oui, avant de répondre à votre question, j'aimerais dire que nous, en tant que société civile, nous sommes des vous êtes de la société civile, c'est vrai ça? Oui, je suis de la société civile. Ça, j'ai tout fort. Si vous mais donnez les preuves. Quelles preuves vous avez? Bon, c'est pas ici l'ordre du jour. Non, vous en avez parlé ici, donc donnez les preuves moi, j'ai doute, j'irai là pour moi pour une autre fois. Pour une autre fois. Non, allez-y, vous avez commencé, terminé. Mais alors là, vous devez m'attendre alors. Non. Parce que je vais rien dire. On est dans un débat, on parle d'autres choses, vous parlez de... Mais vous défendez mieux le PPAC que Laurent Gbagbo lui-même. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on connaît. Vous avez été militant du RPI, on sait ça? Oui, mais c'était où ma section de base? Mais comment vous voulez que je vous donne ma section de base? Parti, il faut avoir la carte d'un parti. Qu'en Côte d'Ivoire, ici, tous les militants sont encartés. M. Karamoko, nous allons poursuivre les débats, c'est bien compris. Alors, restez dans le sujet. Alors, vous allez maintenant répondre. Mais vous de donner preuve, vous êtes en Vous allez maintenant répondre à la question. Les gens donner les preuves. Madame Picherick Balé, vous allez répondre à la question. L'article 185 pour l'ancien Karamoko vise à lutter contre le trouble en Côte d'Ivoire. Alors que vous êtes des vrais militants. Monsieur l'ancien Karamoko, allez-y. Être enfant. Allez-y. C'est ce que vous faites là. S'il vous plaît, pas de gros mots. S'il vous plaît, pas de gros mots. La question, Picherick Balé, il parle avec des preuves. Picherick Balé, vous allez... Donc, donnez les preuves, vous ne pouvez pas donner. Nous allons poursuivre le débat, la question. L'article, c'est compris. L'article 185. Monsieur l'ancien Karamoko, merci. Pour revenir à l'article 185, c'est normal dans notre Constitution qu'une organisation saisisse le Conseil constitutionnel si elle estime qu'il y a une loi ou une décision anticonstitutionnelle ou alors qui menacerait des droits constitutionnels. Parce que c'est le rôle du Conseil constitutionnel de vérifier que les principes constitutionnels sont appliqués et que les lois sont appliquées. Donc, par rapport à l'article 185, ce n'est pas aujourd'hui qu'on commence à en parler, il y a longtemps qu'on en parle, et donc on sait à peu près tous les griefs qui sont reprochés à cet article. Mais nous, en tant que société civile, qui avons subi des injustices du pouvoir en place, nous pensons qu'il y a des raisons de s'inquiéter, pour plusieurs raisons. Déjà là, tout à l'heure, M. Karamoko a axé tous ces exemples sur le président Laurent Gbagbo. En plus, quand cet article est sorti et qu'il y a eu la contestation, l'avocat du RHDP sur un plateau de télévision a pris pour exemple le président Laurent Gbagbo et il a même dit que si ces militants manifestaient par rapport à sa condamnation, il serait sous le coup de cet article. Bon, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ce qui s'est passé réellement, c'est qu'il y a un mot qui a été modifié dans l'article. Quel est ce mot? Dans l'article, on parle d'apologie et on parlait d'apologie du meurtre. Maintenant, c'est devenu apologie du crime. Donc, c'est ouvert maintenant à tout ce qui est crime. Mais est-ce que vous pensez que c'est bien de faire l'apologie d'un crime? Non, ça ne peut pas être bien de faire l'apologie d'un crime. Le problème, c'est qui juge de l'apologie et comment. C'est ça, en fait, le vrai problème. Et quand on donne des exemples
qui montre que la loi n'est plus impersonnelle et qu'elle est dirigée contre un groupe, ça devient un problème. On ne peut pas présager immédiatement. Ça dit que dans l'explication, il aurait fallu expliquer que le crime n'étant pas une bonne chose, en faire l'apologie est forcément une mauvaise chose. Et donner peut-être des exemples qui n'ont rien à voir avec notre environnement immédiat. Mais quand l'avocat du RADP lui-même prend l'exemple du président Gbagbo, du coup, ça interpelle les militants du PPACI. Mais l'avocat n'a pas la science infuse. Comment? L'avocat n'a pas la science infuse. Personne n'a la science infuse. Il n'est pas le président du Conseil constitutionnel ça attire l'attention de ceux qui ont été cités dans son exemple sur les risques auxquels ils sont exposés. D'autant plus que dans ce pays, nous n'en sommes pas au premier problème en termes de respect de la loi. Déjà en 2020, lorsque le président Ouattara a décidé de faire son 3e mandat, il y a des gens qui ont été autorisés, malgré la Covid, à faire des manifestations pour dire oui au 3e mandat. Mais nous, on n'a pas été autorisés à dire non. Ça nous a même menés en prison. Donc, quand on est dans un état où on fait du 2 poids, 2 mesures, on doit faire très attention aux mots et à tout ce qui est utilisé dans la loi. Bien, Lansana Karamoko, le PPACI rejoint Pulchérik Balé. Ils ont saisi le Conseil constitutionnel pour faire déclarer inconstitutionnel l'article 185 du nouveau code pénal. Cette démarche vise, selon le parti de Laurent Gbagbo, à protéger la liberté d'expression et de pensée, et elle reflète une opposition ferme contre ce qu'elle considère comme une tentative de musellement de l'opposition. Votre commentaire? Quel commentaire vous voulez que je fasse? Elle a tout à l'heure cité l'avocat du RADP qui aurait cité, parce que je n'ai pas suivi cette émission, peut-être malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, que l'avocat aurait indexé Laurent Gbagbo. Mais depuis qu'on a parlé de cette nouvelle disposition, les plus actifs, c'est qui? C'est le PPACI. C'est pourquoi l'avocat était dans son droit de les citer. Maintenant, au-delà, c'est un texte. Ils ont saisi le Conseil constitutionnel. Mais qu'on laisse la justice faire son travail. Et puis on va apprécier. C'est Gbagbo lui-même qui le dit. Je me souviens en 2000, c'était, je ne sais plus, en 2009, lorsque Mamadou Coulibaly, en son temps, avait demandé à Désiré Tagro de démissionner parce qu'il aurait posé des actes qui sont contraires, n'est-ce pas, au fonctionnement normal de l'État, de corruption, etc. C'est le même Gbagbo qui avait saisi la justice à travers ce règlement en son temps, qui a saisi la justice pour trancher, et puis il a dit qu'on s'en remettait à la décision de la justice. La justice a invalidé, n'est-ce pas, les propos de Mamadou Coulibaly, et puis ça n'est resté là. Donc, s'ils ont porté plainte devant les juridictions compétentes, qu'on laisse la justice faire son travail. Alors, bien avant de revenir à Pulchérik Balé, que répondrez-vous à ceux qui disent que cette loi, qui daterait de 1981, est liberticide? Non, non, mais justement, la liberté n'est pas... La liberté, ce n'est pas le liberticide, à ce que je sache. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la liberté d'expression qu'on doit pouvoir, n'est-ce pas, faire ce qu'on a envie de faire. Aucune liberté n'est muselée parce que, en son temps, je l'ai dit tout à l'heure, quand Gbagbo prenait ses décisions successives, au nom de quoi il prenait ses décisions. Et il n'a même pas laissé la parole à ses propres militants, au cadre de son propre parti, d'exprimer et de faire en sorte que leur avis soit pris en compte. Est-ce qu'il a laissé la possibilité aux autres qui s'en plaignaient? On connaît des voisins qui sont devenus comme ça. C'est comme ça, je vous le dis, que cette affaire de la liste électorale, où on aurait 30 millions en Côte d'Ivoire d'Ivoiriens pour 7 à 8 millions d'électeurs, on nous compare au Ghana, mais vous êtes convaincus que nous avons vraiment 30 millions d'Ivoiriens? C'est cette ouverture qu'il a faite en 2009, où tout le monde pouvait aller se faire enrôler avec un extrait de naissance, qu'il y aurait croisement. On lui a même fait la proposition en son temps. Monsieur le Président, d'accord, si vous décidez ainsi, on va vous suivre, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire une opération pilote? Nous, on va trouver des gens qui sont nés, parce que quand on est en Côte d'Ivoire, on a un extrait de naissance. Sur l'extrait de naissance, il n'est pas marqué qu'on est malien, guinéen ou burkinabé, ou je ne sais pas.
il y a pas la nationalité n'est pas inscrite sur l'extrait de naissance. On a dit, bon d'accord, on va trouver des papiers, puis on va mettre dedans, et puis tu vas faire ton expérience. Elle a dit, laissez tout ça tomber pour la paix, allons-y. On a fait. Les gens qui ne sont pas ivoiriens, avec l'extrait de naissance, sont allés se faire enrôler, mais ils faisaient tout ça pour séduire certaines catégories des personnes vivant en Côte d'Ivoire, pensant qu'en le faisant, ils allaient voter pour lui. Finalement, les gars ont eu leur papier, ils ne s'intéressent pas à notre élection, ils s'en foutent s'ils sont sur la liste électorale ou pas, et du coup, on a 7 millions, on dit on recherche un gap de 5-6 millions, on ne va jamais avoir ce gap. Alors, on revient à notre sujet, Oui. plus chéri Balé. Ça, c'est bien dit, on revient à notre sujet, parce que vraiment, il y a beaucoup de digressions. Est-ce que vous êtes du même avis? Est-ce que vous êtes du même avis que ceux qui estiment que cette loi, l'article 185, qui date de 1981, est liberticide? Oui, la loi elle-même est liberticide. Je dis le code pénal lui-même. Parce qu'avant l'article 185, on a des articles 196 à 200 qui sont anticonstitutionnels parce que pendant que la Constitution soumet les manifestations pacifiques à déclaration, ces articles-là obligent les gens à une autorisation, ce qui n'est pas normal, alors que toutes les lois devaient être dans le respect de la Constitution. Maintenant, pour ce qui concerne cet article 185, il y a deux aspects qui sont liberticides. Parce que il y a des mots qui ne sont pas suffisamment bien définis pour qu'on ne puisse pas interpréter. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est qu'on dit à la fin de cet article qu'on ne peut pas soutenir quelqu'un qui a été sous l'effet d'une condamnation pécuniaire. On ne peut pas l'aider à payer cela. Alors que nous estimons que quand quelqu'un commet un crime, d'abord le crime, la responsabilité par rapport à ce crime est individuelle. Ça veut dire que c'est la personne qui assume son crime. Maintenant, de là à aider la personne à payer sa condamnation pécuniaire, ça dépend de la famille de la personne, ça dépend des amis de la personne, ça peut être même des personnes qui ne le connaissent pas, qui sont touchées par son problème, qui décident de lever des fonds pour l'aider. Et ça, la loi ne devrait pas empêcher les gens d'utiliser leur argent comme ils veulent. Donc, c'est vraiment liberticide, cet article, mais la loi elle-même est liberticide. Lansina Karamoko, pour Pucheri Balé, le fait d'interdire, selon son interprétation, des levées de fonds pour une personne condamnée pour des crimes, rend cette loi liberticide. La loi, non. C'est-à-dire qu'elle est libre de dire ce qu'elle pense. Absolument. Mais je voudrais revenir sur un fait tout à l'heure. Elle dit qu'elle fait beaucoup de digressions. Tout à l'heure sur le plateau, avant moi... Nous allons revenir au débat. Avant moi, elle était sortie du sujet pour parler du deuxième, troisième mandat. Mais attends, s'il vous plaît, madame, quand vous faites la digression, il n'y a pas de problème. Quand quelqu'un d'autre le fait, il y a un problème. À l'article 185. Vous allez ailleurs. Allez-y. Qui savait que vous étiez en train d'assister S'il vous plaît, madame Pucheri Balé, nous allons... On parle de ce débat-là. Nous allons poursuivre le débat. Allez-y, répondez à la question, monsieur Lansina Karamoko. Madame, on va vous inviter prochainement quelqu'un du PPACI. Alors, ils vont bien parler. Merci. Dernière question. Dernière question pour terminer. Dernière question. Moi, je défends les principes. Et vous êtes des violents. Dernière question pour terminer cette partie. Alors, nous mettons terme à la deuxième partie de cette émission. Madame, monsieur, place maintenant à la troisième partie de l'émission consacrée à 2 cas de suicide enregistrés en 24 heures à Abidjan. S'il vous plaît, nous sommes dans la troisième partie de l'émission. 2 cas de suicide ont été enregistrés en 24 heures à Abidjan. Un gendarme s'est jeté à partir du pont de Gaulle dans la lagune Ébrié mardi dernier. Et hier, mercredi, un jeune de 24 ans s'est aussi jeté du 3e étage de la cité universitaire de Port-Boué. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette répétition de ces actes suicidaires en Côte d'Ivoire pour ne pas circonscrire pour dire Abidjan? J'ai bien peur, je vais revenir j'ai bien peur qu'on dise encore que c'est Alassane Ouattara qui fait que les gens se jettent dans le vide. Bon, ça je le dis pour passer. Les suicides, on a vu hier un élément à la télévision, et on a vu un psychologue intervenir. On est même allé jusqu'à dire que c'est une pathologie. Voyez-vous, c'est une pathologie parce que quelqu'un, il y a un sexagénaire qui s'est suicidé alors que personne ne s'y attendait. Il n'était pas en des mauvais termes avec son épouse, donc son entourage familier. Il avait
plusieurs hectares de plantation, notamment le café, le cacao, palmier à huile. Donc c'est quelqu'un qui est connu comme assez aisé, entre griffes, dans le village. Mais il s'est suicidé. C'est une pathologie. Il en est de même pour les enfants qui peuvent avoir une dispute à la maison avec le parent. Et puis, il est fâché, il rentre dans la chambre, il prend des comprimés, il se suicide. Donc, il est demandé, c'est ce qu'il a été dit, lorsqu'on voit quelqu'un qui a une attitude et qu'il sort de cette attitude, il est bon, n'est-ce pas, d'interpeller et voir ce qu'il y a lieu de faire. Et c'est pourquoi on a conseillé même d'aller plus loin pour que dans nos hôpitaux, il y ait, n'est-ce pas, des psychologues et que quelqu'un qui est dans une situation de dépression sache à qui s'adresser pour redresser la barre. Dans des pays occidentaux, je veux dire en Europe, notamment et même en Amérique, il y a beaucoup de cas de suicide. Est-ce que ces suicides, c'est parce qu'ils sont pauvres? Quelqu'un qui a plein d'argent se jette, il meurt. Quelqu'un qui a... c'est une pathologie comme toute pathologie. C'est déplorable, mais malheureusement, on constate que des gens de plus en plus mettent fin à leur vie parce qu'ils ont des problèmes personnels que personne ne peut savoir puisqu'ils sont partis, ils n'ont plus laissé de notes pour le signaler. M. Chéric Balé, comment est-ce que vous expliquez les suicides qui se multiplient de plus en plus en Côte d'Ivoire? Ok, merci. Avant d'expliquer les suicides, c'est important de préciser que selon une étude de l'OMS, la Côte d'Ivoire est 26e en cas de suicide dans le monde et 3e en Afrique. Et il y a une étude de l'unité légale de médecine de Trècheville qui dit qu'on a environ 23 cas de suicide par an en Côte d'Ivoire et que la dépression serait la première cause de ces suicides-là. Maintenant, qu'est-ce qui suscite cette dépression? Qu'est-ce qui suscite cette dépression? Les raisons sont multiples. Il y a des raisons d'ordre socio-économique. Il y a des personnes qui sont sans emploi, qui n'ont plus de perspective, qui ne savent pas à quel sein se vouer. Et comme, bien que nous soyons dans une société qui ne soit pas individualiste, on n'a pas pour autant la culture de nous intéresser de près aux problèmes individuels. Du coup, les personnes qui ne sont pas extraverties intériorisent toutes leurs frustrations, toutes leurs douleurs, et puis elles prennent ce genre de décision parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas de perspective. Donc, il y a des raisons socio-économiques liées à l'emploi, donc au chômage, ou alors à la perte d'emploi, ou alors à des harcèlements en milieu professionnel. Il y a des raisons qui sont liées aux questions affectives. Des personnes qui perdent un être cher, soit parce que la personne est décédée, soit parce que la personne les a quittés. Si pour eux, leur vie se résumait à cette personne, bon. Mais on va dire d'une façon générale que les cas de suicide sont commis par des personnes qui ne se donnent plus ou ne se trouvent plus de perspective et qui n'ont pas un esprit assez fort pour supporter les problèmes qu'ils subissent. Est-ce que la société civile a son rôle à jouer? Oui, bien sûr. Alors, bien... Il n'y a aucun domaine où la société civile n'a pas son rôle à jouer. Bien, j'ai une question pour vous. Oui. Bien que nous parlons de suicides ces dernières heures, mais nous allons aller un peu en arrière. Le nombre de suicides chez les corps habillés est en pleine évolution. À Bingerville, il y a 3 mois, un militaire s'est suicidé après avoir abattu sa compagne. À Yopougon, en avril 2024, un lieutenant-colonel médecin militaire s'est tiré une balle dans la tête. À Danané, le 10 avril 2024, un jeune gendarme est retrouvé mort par balle. Le suicide est évoqué. À Djaké, en avril 2021, un soldat retrouvé mort dans sa douche. Le suicide est aussi évoqué. Et à Daloa, en avril 2019, un gendarme formateur à Torogwe s'est suicidé dans la guérite. Il y a de quoi s'inquiéter. Oui, est-ce que la absolument. société civile n'a pas abandonné quelque part? Non, pas du tout. La société civile fait un travail complémentaire à ce que l'État fait. Il y a le ministère, il y a des ministères qui sont en charge de ces questions, la santé, les affaires sociales et tout. Et il y a des organisations de la société civile que moi je ne connais pas, qui sont spécialisées dans l'encadrement psychologique des personnes. Maintenant, tous ceux que vous avez cités là,
ce sont des gens, vous parlez des gendarmes, des militaires, ce sont des gens qui sont dans une structure qu'on appelle la Grande Muette. Ça veut dire que quand on est là-bas, on ne parle pas des problèmes internes. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup de problèmes. Moi, je ne connais pas tous les problèmes qui sont dans l'armée ou la gendarmerie, mais pour être de ceux qui recueillent, qui écoutent les populations en détresse, j'ai reçu plusieurs appels de gendarmes, de militaires qui se plaignent de leurs conditions de travail. J'ai même écrit au commandement supérieur de la gendarmerie et à la direction générale de la police pour les rencontrer, pour leur dire, mais bon, moi je reçois en ce moment beaucoup de plaintes de militaires et de gendarmes. Bon, normalement, on ne devrait pas en parler comme ça. Donc, j'aimerais avoir des points focaux à qui je rendrai compte de ces problèmes-là pour que vous voyez à votre niveau comment vous les réglez pour ne pas que ces problèmes-là s'accroissent ou bien que ça s'ébruite. On m'a donné des points focaux. J'ai toujours transmis les problèmes, mais il n'y a pas eu d'amélioration. Au contraire, pour certains problèmes même, il y a eu des brimades. Pourquoi vous êtes allé lui dire? Donc, ça devient même pire. Vous voyez? Donc, ce sont des gens, comme il l'avait dit, là, il y en a qui n'écrivent pas quand ils se suicident. Du coup, on n'a pas les raisons précises, on peut les deviner, mais il faut dire que dans ces corps-là, il y a beaucoup de souffrances que les agents subissent et dont ils ne peuvent pas parler. Ça ne peut que finalement les tuer. Hein. Lansina Karamoko, face à ces actes de suicide, que doivent faire nos autorités de manière concrète? Mais c'est de ça que j'ai parlé tout à l'heure. Il faut qu'à chaque niveau, il y ait des psychologues désignés en tant que tels, de sorte que dans la corporation, de la même façon qu'on va à l'hôpital pour aller se faire consulter parce qu'on a un mal de tête ou on a mal aux pieds, il faut pouvoir s'adresser, n'est-ce pas, à ces spécialistes-là, de sorte qu'on puisse aller, le mot est peut-être un peu trop fort, déverser tout ce qu'on a à l'intérieur. Et puis, bon, comme c'est des spécialistes, ils vont apporter des solutions. C'est envisagé parce que j'ai eu l'information que dans les hôpitaux maintenant, dans un avenir très proche, on va installer des psychologues, de sorte que quand le malade vient, parfois le médecin même ne comprend pas. Il lui fait des analyses et puis on n'arrive pas à découvrir, à diagnostiquer. Mais où sont passés les psychologues qui sortent de nos universités? Ils se reconvertissent. Ils se reconvertissent à autre chose. Parce que cette culture de consulter un psychologue, on ne l'a pas encore en Afrique. En Europe, aller voir un psychologue, nos psychologues ici, c'est nos mamans, nos papas, nos amis avec qui on parle. Donc, il y a des gens qui font la psychologie, comme c'est des gens qui vont en criminologie, et puis après, quand ils finissent, ils ne savent pas exactement ce que faire. Je vous pose tous deux la même question. Est-ce que quelque part, ce n'est pas lié au fait que nous avons abandonné, sinon négligé les sciences sociales dans les universités? Bon, moi-même, j'ai étudié en sciences sociales. Ce n'est pas ça le problème. Il y a de nombreux étudiants en sciences sociales. Après, c'est une question des débouchés. Normalement, quand on va en psychologie, c'est pour être psychologue. Maintenant, quand en cours de route, on n'a pas pu aller jusqu'au bout, parce que, par exemple, on s'arrête à la maîtrise, il y en a qui se reconvertissent dans le droit du travail. Bon, il y a des reconversions qui se font. Maintenant, pour ceux qui vont au bout, est-ce qu'il y a effectivement de la place pour eux dans les hôpitaux et tout? Bon, ça, c'est une question qu'il faut poser aux étudiants à la matière pour voir ce qu'il en est réellement. Oui, justement, face à cette cascade de suicides, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'État y a pensé, le ministère de la Santé, faire en sorte qu'il y ait, n'est-ce pas, un bureau dans chaque hôpital d'un psychologue. Comme cela, ils vont être pris en compte après leurs études et pour faire valoir, n'est-ce pas, ce qu'ils auront appris. Sinon, pour le moment, ils vont comme un genre tronc commun et puis une fois qu'ils ont terminé leurs études, ils se reconvertissent à autre chose. Alors, la Côte d'Ivoire, on l'a si bien dit tout à l'heure, a le 3e taux de suicide le plus élevé en Afrique avec 23 suicides sur une étude menée sur un échantillon de 100 000 personnes, 500 000 habitants. 78,2% sont des hommes, principalement âgés de 20 à 29 ans. C'est alarmant. Oui, effectivement, c'est alarmant. Malheureusement,
on ne sait pas quelle est la cause réelle de ces suicides. Mais c'est la jeunesse surtout. La jeunesse, oui. Peut-être que quelque part, il peut avoir dans leur pensée une sorte de désespoir. Vous comprenez un peu, non? On peut se projeter pour dire que dans 5 ans, dans 6 ans, j'ai fini mes études, j'ai du travail. Et puis dans 5-6 ans, moi je connais un jeune homme qui veut absolument rentrer à l'ENA. Ça fait près de 4 fois ou 5 fois qu'il passe le concours. Je lui conseille de faire autre chose, il ne veut pas. Lui, il veut rentrer à l'ENA. Alors, j'ai bien peur pour lui. J'ai bien peur pour lui parce que pour lui, ça serait un échec de sa vie s'il ne rentre pas à l'ENA. Donc c'est pourquoi la solution, c'est un constat. Il faut voir quelle solution apporter, n'est-ce pas, pour que le taux baisse. On trouve des solutions à chaque fait de société. Il faut aussi trouver une solution à ça. Et la solution, c'est faire en sorte que les psychologues puissent être consultés systématiquement par ces jeunes gens-là et échanger. Et puis, il faut même qu'il y ait nos centres, comment on appelle ça, les médico-scolaires. Dans chaque médico-scolaire, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, un psychologue pour pouvoir prendre en charge, n'est-ce pas, très rapidement les cas de tous ces enfants. Chéric Bali, 78,2% des cas sont des hommes, principalement âgés de 20 à 29 ans. Bon, moi, je pense que c'est une partie de l'échec de la politique envers les jeunes. Parce que on crée des écoles, on crée des formations. Il n'y a pas une adéquation entre les formations et les emplois existants. Donc, les jeunes finissent leurs études, ils n'ont pas de boulot. Et il y a beaucoup qui cherchent à aller à l'étranger. C'est comme ça qu'on voit qu'il y a la migration qui grimpe. Maintenant, ceux qui pensent que la solution est dans la migration et qui n'ont pas de moyens pour y aller, ils n'ont pas de parents pour les aider, s'ils sont désespérés et qu'ils n'ont pas un esprit fort, un mental fort, ils sont capables de s'adonner à ces suicides-là, d'autant plus que la population est majoritairement jeune dans nos pays. Alors, en Côte d'Ivoire, ce problème de santé publique demeure un tabou malgré un taux parmi les plus élevés au monde. Et les conséquences, le pays se situe au 30e rang mondial et 3e rang en Afrique. Je crois que pour rebondir sur votre question précédente et puis enchaîner avec la nouvelle préoccupation, les jeunes aujourd'hui n'ont pas le mental que leurs prédécesseurs. Vous comprenez un peu. Il se trouve que la jeunesse d'aujourd'hui est beaucoup plus sur les réseaux sociaux, et beaucoup plus télévision. Ils calquent un peu ce qui se passe ailleurs. Or, par le passé, un jeune parler de suicide, c'était inimaginable. Cette histoire de chômage dans le milieu des jeunes n'a pas commencé aujourd'hui. Au moment où nous on finissait nos études en 1980, déjà il y avait une crise économique qui a fait que beaucoup de gens qui ont étudié avec nous sont allés passer des concours pour être gendarmes, sont allés passer des concours pour être policiers. J'ai beaucoup de promotionnaires qui sont devenus gendarmes et policiers, alors qu'on n'a pas étudié. C'est-à-dire que tu vas jusqu'à une maîtrise et puis tu descends passer un concours qui est au niveau BEPC. Mais c'est parce qu'en son temps, le jeune s'est dit, j'ai étudié peut-être pour vouloir être ceci, mais ça n'a pas marché, je peux me reconvertir. Mais aujourd'hui, les jeunes ne sont plus, n'est-ce pas, dans cette mentalité. Ils sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux, ils se donnent des conseils, et malheureusement, ce n'est pas les bons conseils. Cherchons plutôt la solution à ce qui arrive, diagnostiquons le mal vraiment de façon très froide, et puis trouvons la solution. Et l'une des solutions, aujourd'hui, il faut qu'il y ait un psychologue dans tous les centres de santé, qu'il y ait un psychologue dans les médico-scolaires, de sorte que les jeunes puissent aller se confier à ceux-là au cas où ils ont des difficultés. Et c'est leur travail de leur remonter le moral pour qu'ils prennent enfin la bonne direction. M. Chéric Bali, dernière question, 30 secondes. Quelles sont pour vous les solutions les plus efficaces? Oui, les solutions les plus efficaces, c'est d'abord de rendre tous les programmes destinés à l'emploi des jeunes inclusifs. Parce qu'il y a beaucoup de programmes qui sont opaques. Nous, on a essayé de nous renseigner sur les conditions d'accès à ces programmes-là. Ce n'était pas évident du tout. Il faut les rendre inclusifs pour mettre la jeunesse en confiance. Parce que même si on prend 1000 psychologues, qu'il n'y a pas de perspective, qu'il n'y a pas de garantie
que les jeunes aient un avenir, ça risque de continuer. Bien. Et puis, il y a aussi la lutte contre la drogue. Parce que ça a pris de l'ampleur, c'est maintenant dans les écoles. Nous, à notre temps, la drogue, c'était dans la rue. Maintenant, la drogue est dans l'école. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour que les jeunes se stabilisent. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin des trois parties, des trois grandes parties, les trois grandes actus de ce soir. Nous avons été heureux d'être avec vous, mais ne quittez surtout pas. Nous allons maintenant faire place à nos deux rubriques qui marquent la fin de cette émission, le carton rouge et le chiffre du jour. Mais à présent, le carton rouge. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes dans le carton rouge. Lansina Karamoko. Mon carton rouge s'adresse à l'opposition ivoirienne, qui a une dualité dans leur comportement et dans leur langage. Et ils ont tenu des propos hier. Quand je dis hier, je vais parler comme nous les Africains et Ivoiriens. Ça dit qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, ils ont tenu des propos qui les arrangeaient. Et puis, quand ils se retrouvent aujourd'hui, ils disent autre chose. Et qu'à un moment donné, il faut penser au peuple de Côte d'Ivoire. L'affrontement là, si ça pouvait nous faire avancer, on serait déjà très loin. Donc c'est une interpellation à l'opposition. Tout peut se régler dans la discussion. Tout peut se régler dans la courtoisie. Ne pensons pas qu'à nous-mêmes. Pensons aussi aux Ivoiriens qui souffrent. Parce que c'est que les gens ne disent pas. Après des débats devant les projecteurs de télévision, se retrouvent entre eux pour causer. Ils se demandent même des services. Je sais de quoi je parle. Oh, faut pas dire, il ne faut pas calculer ça, mon cher, tu sais, il faut, et c'est pas bon. Il faut arrêter ça. Il faut se projeter pour une Côte d'Ivoire prospère, il faut se projeter pour une Côte d'Ivoire unie et faire en sorte que vraiment on arrête tout ce cinéma, parce que c'est du cinéma. On me disait, je ne cite pas de nom, quelqu'un haut placé, pendant que l'autre était au Ghana, on donnait l'argent à son épouse ici pour lui envoyer cet argent. Et puis, quand tu vois cette personne sur le plateau en train de vociférer, en train de chauffer à blanc nos supporters, ce n'est pas bon. Il faut arrêter. Et donc, mon carton rouge s'arrête à cette opposition pour qu'on fasse comme ce qu'on a fait toujours. On peut te taper dessus, on peut s'insulter, mais le dernier mot doit être cohésion, paix, paix, paix et paix. Merci. Bien. Pécheur Iqbalé, réaction aux questions sur ce carton rouge? Bon, moi je suis surprise de ce carton rouge-là, parce que je crois que M. Karamoko lui-même devrait se donner ces conseils-là lui-même aussi, parce que on n'est pas dans un cinéma. Quelles que soient les relations qui se passent entre les opposants et les tenants du pouvoir, c'est la Côte d'Ivoire qu'on devrait mettre en avant. Là-dessus, je suis d'accord avec lui. Mais je pense que ce conseil-là devrait être donné également aux partis au pouvoir, parce que hier, c'est eux qui parlaient d'exclusion. Aujourd'hui, c'est eux qui excluent. Hier, le président Ouattara a dit un Ivoirien, toi, aujourd'hui, on déguerpit des milliers de ménages. Donc, c'est valable pour tous les partis politiques en général. Et on ne devait pas, on va dire, se plaindre des échanges, qu'ils soient chauds ou pas. La démocratie, là, ça s'exprime aussi dans la contradiction. C'est dans la contradiction aussi qu'on tire ce qu'il faut pour trouver le meilleur pour tout le monde. Donc les débats, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Et moi, je pense que c'est un conseil qu'il faut donner à tout le monde. C'est vrai, on peut ne pas être d'accord, mais on ne doit pas être ennemi et on doit effectivement privilégier la paix. Bien, le dernier carton rouge, c'est le carton rouge de Pécheur Iqbalé. On vous regarde et on vous écoute. D'accord, merci. Mon carton rouge va au Conseil Café Cacao. Ces derniers temps, on a vu une vague d'hommages au président de la République et c'est tout à fait normal que des personnes veuillent lui rendre hommage. Mais qu'une structure qui a été mise en place pour gérer l'argent des paysans se le permette et même aille plus loin en disant qu'ils vont payer sa caution avec l'argent des paysans, nous estimons que c'est
un abus de confiance envers les paysans. Parce que parmi les paysans, il y a des gens de toutes les sensibilités. Et moi, je connais des syndicats de paysans qui disent avoir été surpris par cette activité. Ils n'ont été associés ni de près ni de loin. Donc vraiment, mon carton rouge va à tous ceux qui sortent de leur rôle pour politiser ou pour s'ingérer dans la politique sans prendre la peine de respecter les principes qui devraient être les leurs. Lansina Karamoko, réaction ou question? Je crois qu'il y a une confusion qui se fait. La cérémonie du samedi dernier était organisée par les producteurs de café cacao, pas par le conseil café cacao. Ce n'est pas possible. Ce sont les producteurs qui ont décidé de rendre hommage, n'est-ce pas, au président de la République pour ses actions en faveur, n'est-ce pas, de ce monde et pour le fait que le prix du cacao, pour une fois, est passé à 1500 francs. Et si Mme Pilcheri Balé dit qu'elle connaît des producteurs qui ne se sont pas sentis concernés, qui ne sont pas venus, justement, c'est parce que ce n'est pas le café cacao qui a invité les gens. Sinon, on leur aurait donné, s'ils sont membres de la coopération, des invitations. Ce sont ceux qui se sentent concernés par cette activité d'hommage au président de la République, donc qui pour la plupart sont plus ou moins proches, n'est-ce pas, du président, ou bien qui aiment le président, pas son parti, c'est ceux qui se sont retrouvés. Et c'est eux qui disent en quoi nous allons nous cotiser pour payer sa caution. Il ne faut pas faire l'amalgame, il ne faut pas créer la confusion dans l'esprit des Ivoiriens, ce n'est pas bon de le faire. Ce n'est pas le conseil café cacao qui a organisé l'activité, ce sont les producteurs de café cacao qui se sont retrouvés pour faire cette journée d'hommage au chef de l'État. Bien, c'est la fin du chiffre du jour, du carton rouge, pardon. On place maintenant au chiffre du jour. Alors, le chiffre du jour, c'est 36. 36, pour ne pas dire 36 mois. C'est le délai d'exécution des travaux, de quelque chose à Abidjan. Qu'est-ce que ça vous dit? Le quatrième... Bon? Non. Le quatrième point existe déjà? Non, ce n'est pas encore terminé. Hein? Et vous? Non, j'en sais rien. Alors, 36, dans 36 mois, le bus rapide transit BRT permettra de relier les communes de Yopougon et Bingerville en 45 minutes. Le Premier ministre Begré Mambé-Robert a procédé au lancement des travaux de construction du corridor de Bingerville hier mercredi 10 juillet, financé pour un coût total de 242 milliards de francs CFA. Cette nouvelle voie de 20 km nécessitera pour son exploitation 77 milliards de francs CFA attendus du secteur privé ivoirien. Va générer, 500 emplois. Alors, quelle est votre réaction sur le BRT qui viendra, en tout cas, permettre une fluidité du transport, sinon de faciliter le déplacement des Ivoiriens? On le disait la dernière fois sur ce même plateau, par rapport aux embouteillages, on avait dit que le métro qui était en train d'être mis en place devrait pouvoir faciliter le déplacement des populations et un temps soit peu, n'est-ce pas, amoindrir les charges que les propriétaires de véhicules ont en achetant du carburant pour aller au travail et qu'on pouvait se déplacer facilement. Avec l'opération qui a été lancée donc hier à Bingerville, c'est un élément supplémentaire qui va venir soulager les populations. Nous souhaiterons donc que vraiment le projet aille à son terme et qu'elle finisse dans le délai qui a été prescrit. C'est toujours bon, peut-être qu'il va falloir, peut-être après, imaginer autre chose, mais pour le Grand Abidjan, s'il y a des structures qui nous permettent d'aller vite, aller et revenir, c'est toujours très bon. C'est une solution efficace pour permettre aux populations ivoiriennes, non abidjanaises, de pouvoir se déplacer facilement. Bon, quand le projet sera réalisé, on verra. Dans 36 mois. Oui, sinon, c'est vrai que les embouteillages à Abidjan sont infernales et qu'il faut trouver des solutions pour faciliter les déplacements en peu de temps. Mais ce que nous aimerions dire, c'est que surcharger Abidjan
d'infrastructure n'est pas la solution la plus efficace à notre sens. Il y a un projet de transfert de la capitale à Yamoussoukro qui avait été initié par le président Houphouët-Boigny et les présidents successifs ont fait leur part pour faire avancer ce projet. Malheureusement, en 2012, le programme de transfert de la capitale à Yamoussoukro a été supprimé et donc Abidjan est surchargé. Nous pensons que le mieux serait de désengorger Abidjan en créant d'autres pôles de développement à l'intérieur du pays. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous avions parlé dans la première partie du meeting de l'Union des jeunes du RHDP prévu le dimanche prochain du côté de Bondoukou. Et puis dans la deuxième partie, nous avons parlé de l'article 185 du Code électoral parce que le PPACI de l'ancien président Laurent Gbagbo a saisi le Conseil constitutionnel. Et puis dans la troisième et dernière partie, nous avions parlé à l'instant des cas de suicide qui évoluent dans la capitale abidjanaise. 2 cas de suicide ont été enregistrés en 24 heures seulement dans la ville d'Abidjan. Merci à vous, plus cher Igbalé. Merci à vous également, Lansina Karamoko. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été nombreux à suivre cette émission. Nous vous donnons rendez-vous lundi, mardi, mercredi, jeudi à partir de 20h15 sur les antennes de Reflet TV. Et carton rouge à toutes ces personnes qui n'ont pas suivi l'émission. Bonsoir.